Du coup, je t'ai coupé la parole tout à l'heure pour passer un petit morceau. Ouais. Où est-ce que nous en étions ? On était sur cet aspect produit dérivé. On essaye de vendre une marque, on essaye de vendre un artiste via un produit culturel. Et il y a un label qui est légendaire dans l'histoire du rap qui s'appelle Def Jam. Def Jam, donc, qui a été fondé en 1984 par Russell Simons. Ça a été de son pseudonyme, Russell Simons. Non, c'est son vrai nom. Ah d'accord, ok. Non, mais quelquefois parce qu'on on a tous l'habitude à ce que les rappeurs ont un pseudo qui soit un peu plus connu. Ah oui, non, mais lui, pour le coup, justement, il est pas rappeur, c'est le businessman. D'accord. C'est le businessman. Donc, le label Def Jam, en 85, ce sont les gens qui signent LL Cool J, Public Enemy, les Beastie Boys, Slick Rick, enfin, tous ces gens-là. Et c'est un label qui est devenu énorme dans les années 90. Tellement énorme qu'à un moment donné, ils se sont dit, tiens, plutôt que de vendre un artiste, est-ce qu'on n'essaierait pas plutôt de vendre le roadster complet ? Et c'est ainsi qu'est né un jeu de baston qui s'appelle Def Jam Vendetta, qui était incroyable. Ça, c'était génial. Où, au fait, dans ce jeu, on pouvait incarner des vrais rappeurs qui se sont prêtés au jeu, qui ont doublé les personnages. Donc, il y a eu un premier épisode en 2000, si je dis pas de bêtises, et il y a eu un deuxième épisode qui a été traumatisant pour tout le monde, qui s'appelait Def Jam Fight for NY, où là, on avait encore plus de rappeurs. On avait Busta Rhymes, on avait Snoop Dogg, on avait Method Man, on avait Redman, Ludacris, Sean Paul. Donc si tu voulais te passer les nerfs, tu pouvais taper sur Sean Paul, c'était génial. D'où le traumatisme pour certaines. C'est ça. Oui, ouais. Elles se reconnaîtront. Et ça, par contre, c'est un jeu qui a cartonné. Surtout que, pour une fois, par rapport justement au jeu qu'on a évoqué avant, on avait un véritable plus d'un point de vue qualitatif. C'était des jeux qui étaient bien faits, qui étaient bien réalisés et surtout extrêmement bien marketés. Les mecs, ils savent vendre des disques, donc vous inquiétez pas que pour vendre des jeux vidéo, déjà ils sont adressés encore une fois à Electronic Arts, donc c'est pas les derniers quand il s'agit de vous vendre quelque chose. Et ça a été un grand souvenir pour beaucoup de joueurs. Je voudrais juste faire un petit parallèle, vite fait, justement, c'était par rapport, tu parlais de la qualité de production des jeux vidéo et la mise en parallèle aussi, avec la mise en qualité pour la production de rap. J'ai l'impression qu'il y a une espèce de petit parallèle, justement, dans la manière d'amener d'amener le truc, parce qu'au début, tu prends les jeux vidéo, c'était des mecs qui essayaient de faire ça un petit peu dans leur coin, dans leur garage et tout. Moi, le rap, j'imagine vraiment un petit peu comme ça. C'est-à-dire qu'avant d'arriver aux super grosses productions, tu as justement ce côté où tu fais le truc un petit peu dans ton coin. C'est plutôt pertinent ce que tu dis, puisque le rap, c'est une musique qui a été obligée d'évoluer avec la technologie. C'est-à-dire qu'il a fallu qu'il y ait l'invention des premiers sampleurs, l'invention des premières boîtes à rythme, les premiers, c'est pas à toi que je vais l'apprendre, les premiers beatmakers travaillaient sur des TR-808, sur des machines qui ne valaient plus rien à l'époque parce qu'elles étaient déjà déclassées. C'était censé remplacer les batteurs, pour ceux qui ne connaissent pas la TR-808. C'est un espèce de petit synthé qui fait en sorte de jouer de la batterie, et ils avaient sorti plusieurs bécanes comme ça sur la marque Roland, qui est une marque japonaise. Ouais. Et c'est vrai que de toute façon c'était des machines en fait qui ne valaient plus rien à l'époque. Et c'est pour ça, je pense que y a beaucoup de petits musiciens qui se permettaient de s'acheter. C'est ça. Et puis le premier rapport vis-à-vis de la technologie et du rap, ça a été ne serait-ce que les platines vinyles. Savez-vous pourquoi on appelle les danseurs des breakers ? Parce qu'ils cassaient les disques ? Du tout. Tout simplement parce que dans ces fameuses fêtes, ces fameuses block parties, on passait surtout de la funk, et des fois, il y avait un break de batterie, où il y avait juste la batterie. Et donc, ce que faisaient les DJ, c'est qu'ils avaient 2 fois le même disque, et ils jouaient cette partie-là en boucle. Et les mecs dansaient là-dessus. Donc, on les a appelés des breakers. Dormez beaucoup moins con à 10h30 le dimanche matin grâce à Decinova. C'est mon côté Wikipédia.
Super. Non, Sans encyclopédia plutôt. Sans blague aucune, t'es quand même une grosse encyclopédie du style. Non, Tu as d'énormes une grosse connaissances. bête. je suis un geek. En vrai, je suis un geek, j'ai pas de vie, je fais que ça. Ce qui n'empêche absolument pas d'être une encyclopédie sur un sujet. C'est pas du tout incompatible. Jamie Gourmaud n'a qu'à bien se tenir. Ouais, voilà, ramenez-le-moi, on va faire une battle. Et par contre, le truc, pour revenir à ce qu'on disait, il y a une série de jeux dont il faut qu'on parle absolument, c'est GTA. Oui. Ouais. GTA, ça a été aussi important dans le sens où les frères Hauser, donc qui sont les créateurs de la série, à partir du 3e épisode. Encore une fois, on avance dans la technologie, donc c'est le premier épisode qui est en 3D, c'est le premier épisode où il y a une véritable écriture. Et surtout, pareil, c'est la première fois où ils veulent s'investir réellement dans la production musicale du jeu. Et ces mecs-là, parce que alors, d'après ce que j'ai compris, les frères Hauser sont anglais, mais ils sont venus vivre aux États-Unis à un moment donné. Ouais. Et ils voulaient absolument retranscrire l'ambiance de New York dans leur jeu. Tout du moins dans le premier. Et en fait, plutôt que de faire appel à des artistes, ils ont fait appel à des DJ. À des animateurs radio. Ils leur ont dit, voilà, on va créer une station de radio virtuelle pour le jeu. C'est toi l'animateur, c'est toi qui ramènes les sons et tu les introduis comme tu veux. Il faut juste qu'il y ait un lien en direct avec le jeu. Et ça a été assez marrant, assez intéressant aussi dans le rendu final, puisque je crois que sur GTA 3, c'est un DJ qui s'appelle Stretch Armstrong, qui est un illustre inconnu chez nous, mais qui est une superstar, qui est une légende même dans le milieu hip-hop new-yorkais, parce qu'il tenait une des plus grosses émissions de radio à New York dans les années 90. Et ils ont fait ça régulièrement pour tous les épisodes, avec des invités de plus en plus prestigieux. Alors, je me doute que c'est la même chose dans les autres genres musicaux qui sont traités dans le jeu, mais en tout cas pour le rap, on a fait appel à des gens comme DJ Premier, on a fait appel à des gens comme DJ Pooh, un groupe qui s'appelle Gangrene par exemple, qui est un duo de rappeurs beatmakers de Los Angeles, et ça donne... Pour moi, ça participe réellement à l'ambiance globale du jeu, parce qu'il y a quelque chose de réellement authentique. C'est pas comme si ils avaient engagé des... C'est pas juste une playlist en fait qui tourne en fond, c'est vraiment ramener un espèce de côté immersif où quand tu rentres dans ta voiture, effectivement, t'as la radio. Oui, et puis ça participe pleinement à l'ambiance, à l'ambiance du jeu, quoi. Et le truc, c'est moi, GTA 3, j'y ai jamais joué parce que j'étais un peu trop jeune. Moi, j'ai commencé sur Vice City où justement. Alors Vice City, t'avais quelques stations justement qui étaient orientées rap, hip-hop et tout. Et je trouve que le jeu en fait qui a mis vraiment le hip-hop en exergue dans la série des GTA, c'est San Andreas. Ah oui, où là justement tu joues CJ. Ouais. Qui vient d'un espèce de ghetto dans une raquette au fin fond c'est simple, de toute façon, c'est ni plus ni moins que la réplique de Campton dans la vie réelle. D'ailleurs, t'as un quartier dans GTA qui s'appelle Kempton. Ah oui, non, mais on est clairement là-dedans. Et tout le discours, tout le background du jeu est basé là-dessus, sur ce côté G-Funk californien, et de toute façon dans le jeu il y a des rappeurs qui ont prêté leur trait à des personnages, des mecs comme Ice Cube, il me semble qu'il y a Dr. Dre aussi, il y a Eazy-E, enfin c'est un truc qui a réellement infusé, et c'est ce qui donne encore une fois toute la crédibilité au jeu au final. Et moi j'ai une petite remarque justement par rapport à San Andreas. J'ai découvert vraiment ce que c'était alors j'ai découvert, j'ai eu mes premières notes de hip-hop grâce à ce jeu. Ouais. Après, il a fallu attendre quelques années avant que je m'intéresse vraiment pleinement à ce style. Mais c'est vrai que y avait ce jeu et un autre jeu aussi, pour moi, qui est assez important dans l'apport musical, ça a été Need for Speed. Ouais, Need for Speed Underground, ouais. Need for Speed Underground, c'est un truc, encore une fois, on retrouve Electronic Arts derrière. Oui, bien, c'est vrai en plus. Les mecs sont malins. Et c'est intéressant que tu en parles, parce que justement, j'ai ramené un morceau, on en parlera tout à l'heure, c'était sur Need for Speed Underground 2, où là, des morceaux ont été composés uniquement pour la bande originale du jeu. Et ça, c'est pas si commun que ça, encore à l'époque. Généralement, quand on prend des musiques
particulièrement dans ce genre musical, pour les intégrer à un jeu vidéo, ce sont des morceaux qui existent déjà. Là, on a des morceaux qui ont été composés exprès pour la BO du jeu. Et ça va être le premier pas vers autre chose. On va autant dans la plupart des jeux, on va appeler des compositeurs symphoniques, classiques, ce genre de choses. Là, ça y est, on sait qu'on peut contacter des stars de musique plus contemporaine pour les intégrer dans les BO de jeux. Et on est en quelle année là ? Là, on est en 2000. Il me semble que le premier, c'est 2000. Premier Need for Speed Underground ou 99, un truc comme ça, et le deuxième on est en 2002. Parce que là je suis devant la playlist de Underground. Alors en électro, en rock et tout, déjà je vois Rock Zombie, Static X. Mais c'est juste, c'est pas des petits noms quoi. J'ai cru croiser là je suis sur la partie rap justement, ce qui nous intéresse. Lil Jon. Ouais. Ah bah Lil Jon, Naughty Dog. Ouais. T.I. Tous les jeunes loups de l'époque, ouais, effectivement. 50 Cent. Mais tu sais que Jamiroquai. Ça serait intéressant aussi d'articuler, de prendre un petit peu de hauteur sur le truc et de. Vous vous souvenez de Wipeout, forcément. Oh oui. Eh oui. La réponse émue, la larme à l'œil. Non, Wipeout. Est-ce que Wipeout aurait eu un tel impact s'il n'y avait pas eu sa bande son ? Non, franchement non. Non, parce et c'est vrai, là-dessus, tu marques vraiment un point. Il y a des jeux qui sont. Si t'enlèves le son. C'est mort. C'est mort. Et puis maintenant, t'as même des jeux, c'est la musique. Oui, non, mais ça, c'est un style de jeu qui est bien particulier. Et là aussi, le hip-hop va en prendre plein la gueule. Je vais juste regarder la musique de Underground 2, du coup. Ouais. Il est en train de faire ses petites recherches. Ah ouais, non, mais. Est-ce qu'ils ont. Là, ils ont pas mis par. Là, je vois Exhibit, tu vois. Enfin, c'est là des noms que je te donnerai le. Exhibit, j'en parlais encore hier soir entre gens de bonne compagnie. Ça m'attriste énormément que Exhibit aujourd'hui soit reconnu, surtout pour Pimp My Ride. Exactement. Moi, j'ai pensé à ça quand j'ai entendu le nom, malheureusement. Mais après, là, dans d'autres styles, Rise Against, Queen of the Stone Age. Ah ouais, non, mais ça y est. Ministry. Il y a du Ministry dedans. Là, je suis en train de déconner. Je suis en train de péter un plomb. Mais. Il y a énormément de grands noms. Mais ça y est, c'est à ce moment-là où l'industrie du jeu vidéo comprend que, ok, on peut rentabiliser. Ils rentabilisent leur jeu, ils sont pas obligés de payer un compositeur, ils réduisent les délais de production, mais qui s'adressent directement à des éditeurs. Salut, t'as quoi dans ton catalogue en ce moment ? Bam, 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 et ils remplissent les galettes comme ça. C'est surtout le fait que quelques années plus tôt, c'était sur la Super NES, et je ne me souviens plus du tout de quel jeu, mais une anecdote comme ça où le compositeur de la musique d'un jeu vidéo a mis un copyright dessus. C'était la première fois que ça se faisait, c'était au début des années 90. Ouais. Et c'est vrai qu'il y a eu une grosse réflexion de plus en plus justement à faire appel à des compositeurs. Et c'est vrai que de plus en plus, tu prends, c'était FIFA 21, où il y a pas mal de gros streamers qui étaient obligés de couper la musique. Ah bah ouais. Ou même sur du NBA 2K ou ce genre de choses. Ah bah c'est les mecs dingue. Les mecs qui disent non mais on va chanter par au-dessus parce que c'est copyrighté, j'ai pas envie de me faire strike. Mais c'est intéressant puisque tu parlais de NBA 2K. On va casser la timeline. Oui, on est là pour ça. De toute façon, je te l'ai dit. Au bout d'un moment, ça part en couille. NBA 2K, donc grosse série de jeux de basket, qui a un impact particulier en France, mais aux États-Unis, vous imaginez bien que c'est un impact beaucoup plus gros en termes de marché. Et donc il y avait cette histoire de placement de morceaux dans les BO. Et c'est à partir de 2012 ou 2013, je sais plus, il y a Jay-Z, donc qui est déjà Monsieur Jay-Z dans ces années-là, qui devient carrément coproducteur en fait de la série NBA 2K. Rien que ça. Voilà, c'est-à-dire que là on passe carrément à l'aspect business du truc. C'est que le mec est pas plus, enfin il a compris qu'il y avait un marché à prendre à ce niveau-là. Et ce qui est intéressant, c'est d'articuler ça avec le fait que Jay-Z est aussi à la tête d'une entité qui s'appelle Roc Nation, qui s'occupe du management des artistes. Donc forcément, au moment de monter la BO du jeu, il a un roadster pour lui. Il a un catalogue pour lui.